Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Relecture du code minier, que faut-il changer? C'est le thème du grand dialogue de ce soir. Et comme invité, nous avons le plaisir de recevoir Nouhoum Diakité, il est coordinateur de la coalition Publiez ce que vous payez. Etienne Fakaba Sissoko, il est économiste et directeur du Centre de recherche d'analyse politique, économique et sociale CRAPES. Yacouba M. Koulibaly, il est enseignant-chercheur à la faculté des droits. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission présentée par Ibrahim Aran Diallo. Le grand dialogue. Alors, je pose cette première question à vous, M. Koulibaly, vous qui avez fait justement un doctorat sur les questions minières. Alors, lorsqu'on parle du secteur minier, justement, de quoi fait-on allusion justement? Bien, bonsoir à vous. Je vous remercie de me donner l'opportunité de m'exprimer sur votre plateau. Le secteur minier est un secteur vital. C'est un des secteurs d'ailleurs où l'État malien dépend aujourd'hui énormément parce que ce secteur minier qui concerne l'exploitation des ressources minières, qui dit ressources minières, c'est-à-dire les ressources du sous-sol malien. Vous savez que le Mali est l'un des pays de l'Afrique riche en ressources minières, même si parfois la population peine à constater cette richesse, mais le secteur minier joue un rôle important au Mali. Et c'est un secteur aussi qui est dominé par les investisseurs étrangers. Ce qui veut dire que les investisseurs nationaux occupent une place minimum dans le secteur minier. Mais quand même, le secteur minier, c'est un domaine qui apporte beaucoup à l'État malien, même s'il y a beaucoup à améliorer encore dans ce secteur. Alors, si on parle du secteur minier, on sait qu'il y a certaines matières encore, en tout cas, qui font partie de ces ressources-là. Il s'agit de quelles sont ces matières-là, justement? Les ressources minières sont nombreuses. Il y a l'or, il y a les zinc, il y a le fer, il y a le phosphate, etc. Il y en a beaucoup. Parfois même, il y a des diamants. Et maintenant, on est en train de sujeter la question de l'uranium. Ce sont l'ensemble de ces ressources qui forment ce qu'on appelle les ressources minières du Mali. Et c'est leur exploitation qui est le domaine du secteur minier aussi. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Donc, je me retourne vers vous, Etienne Fakaba Sissoko, et je précise que vous êtes docteur en sciences économiques. Alors, que représente le secteur minier économiquement pour le Mali? Vous savez, l'économie du Mali est portée par trois grands secteurs principalement. C'est d'abord le secteur de l'agriculture qui représente plus de 46% du produit intérieur brut malien. Et après, vous avez le secteur minier qui est autour de 20%. Et ensuite, vous avez tout ce qui est lié au commerce international, la balance commerciale et tout ce qui s'ensuit, qui représente près de 16%. Donc, le secteur minier, comme mon collègue vient de le dire, de la partie recherche à la partie exploitation proprement dite, il y a énormément de valeurs ajoutées qui sont créées et il y a surtout beaucoup d'emplois également qui sont créés dans ce secteur-là. Et en marge de cela, vous avez le code minier dont on va parler tout à l'heure prévoit un certain nombre d'investissements que les sociétés qui interviennent dans l'exploitation minière doivent faire impérativement dans le cadre du développement économique de ces localités-là. Ça peut partir des questions de forage, des questions de routes, des questions d'hôpitaux, d'autres formes d'infrastructures ou des investissements pour préserver l'environnement, etc., etc. Donc, quand vous regardez cela, sur les 13 sites miniers aujourd'hui que compte le pays, vous remarquerez avec moi que c'est des milliers d'emplois qui en dépendent. C'est surtout des milliards également qui sont injectés tous les jours dans le circuit économique malien. Mais malheureusement, c'est aussi des fuites de capitaux parce que, comme souligné tout à l'heure, les entreprises qui interviennent ne sont pas des entreprises nationales, donc qui utilisent des technologies qui ne sont pas forcément des technologies d'ici et dont les fonds sont rapatriés une fois les charges de l'entreprise
supporter les dividendes, les bénéfices créés retournent dans les pays où les entreprises mères sont logées. Donc, c'est un secteur qui autant rapporte énormément à notre économie, autant pose énormément de problèmes également à notre économie parce que l'organisation qui accompagne ce secteur-là n'est pas aujourd'hui à hauteur de souhait pour nous permettre de tirer le maximum de profit de ce secteur. Merci beaucoup, docteur. Alors, Monsieur Diakité, vous venez d'écouter justement Etienne, il a parlé justement des enjeux autour de ce secteur minier. Oui. Alors, on sait que vous êtes quand même de la coalition, publiez ce que vous payez justement. Oui. Alors, vous faites la promotion de ce secteur-là. Oui. Qu'est-ce que vous avez à ajouter à ce qui a été dit par vos prédécesseurs? Oui, je pense que Etienne quand même a tout dit. Je commence déjà par remercier le studio Tamani pour nous avoir donné cette opportunité quand même à nous exprimer quand même sur notre domaine de prédilection, le secteur minier. Effectivement, le secteur minier, c'est un secteur, comme l'a dit le docteur, c'est un secteur très dynamique. C'est un secteur très dynamique. Mais je pense que le secteur minier aujourd'hui au Mali est aussi au centre de tous les enjeux. Tous les enjeux de l'économie nationale, donc sont vraiment fondés autour du secteur minier. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes à une période charnière parce que le Mali est déjà dans un processus de lecture des codes miniers. Et tout le combat de la société civile, au nom desquels nous parlons, a toujours été comment maximiser les retombées de l'exploitation minière au profit de l'État en général et des communautés abritant la cité minière en particulier. Mais malheureusement, compte tenu des difficultés déjà soulevées par mes prédécesseurs, aujourd'hui, certes, il y a des efforts qui sont en cours, mais nous ne sommes pas en mesure de dire que l'or brille effectivement pour les Maliens. Mais peut-être au cours du débat, nous aurons à développer les différentes théories. Alors, M. Koulibaly, Etienne Fakapa Sissoko, au début de son intervention, a mis l'accent sur le fait que nous n'avons pas d'entreprise nationale, justement, dans le processus d'exploitation des mines au Mali. Alors, vous avez fait votre thèse sur les questions. Est-ce qu'au cours de vos recherches, vous avez eu à avoir des solutions justement par rapport à ces préoccupations-là, qui est une préoccupation partagée quand même par une partie importante de l'opinion publique malienne? Bon, le secteur minier, c'est un secteur économique. Moi, je souhaite que nous dépensons le cadre national dans ce secteur. Nous sommes à une phase où c'est la mondialisation. Aucun État ne se suffit. L'État malien n'a pas les moyens de faire une exploitation minière rentable. Moyens financiers aujourd'hui, moyens financiers, moyens humains et même moyens matériels. Il faut la collaboration avec des firmes internationales qui ont des technologies développées et qui ont des personnels compétents qui peuvent permettre à l'État malien de profiter suffisamment de ces ressources minières. D'ailleurs, pour permettre à l'État et à la population malienne de profiter des personnes compétentes, vous avez vu que les sociétés minières doivent obligatoirement adopter une politique qui est la malienisation. Je vais inviter M. Daniel Tessuké qui parle de la malienisation des cadres. Dans les sociétés minières, on demande à ce que les cadres soient des nationaux, c'est-à-dire des Maliens. Ensuite, les travailleurs dans les sociétés minières sont permanemment en train de faire des formations. On est en train, en réalité, de se doter d'une ressource humaine. Mais pour le moment, on ne peut pas se passer des investisseurs étrangers. Et même si nous avons suffisamment de personnel, on ne peut pas se passer des étrangers. Il faut une collaboration entre les sociétés maliennes et les sociétés étrangères. La loi, le code minier de 2012, permet aux investisseurs nationaux d'avoir la possibilité d'avoir 5% des actions. Mais si les nationaux parfois ne sont pas intéressés, ou si les investisseurs nationaux ne sont pas parfois intéressés par le secteur minier, on ne peut pas les obliger. Mais quand même, dans les secteurs miniers, il faut reconnaître aussi qu'il y a des nations. C'est un problème d'intérêt ou un problème de compétence? Au début, vous avez mis l'accent sur la compétence. Les deux. Parce que après l'indépendance du Mali, on avait une société qui était purement malienne. Kalana appartenait au Mali. Mais il y a eu des problèmes de gestion
il y a eu des problèmes de matériel, il y a eu des problèmes de compétences également. Il y a eu plusieurs problèmes. Et le Mali a été obligé de céder cette société à des investisseurs étrangers. Ok, merci beaucoup, M. Koulibaly. Etienne, vous venez d'entendre M. Koulibaly, il a mis l'accent sur une autre dimension, justement, notamment la mondialisation. Non. Est-ce que vous gardez toujours votre position par rapport aux Absolument, et je ne suis pas du tout d'accord avec le professeur sur cette question, parce que de mon point de vue, l'exploitation minière, ce n'est pas que l'exploitation en tant que telle, c'est la recherche d'abord, de tout ce qui est ressources minières, de tout ce qui est lié au sous-sol, c'est la partie recherche et la partie exploitation. Peut-être sur la partie recherche, il y a effectivement lieu d'ouvrir cette partie-là aux investisseurs étrangers ou à ceux qui détiennent le capital international. Mais de mon point de vue, l'exploitation au niveau de la matière elle-même doit revenir d'abord aux Maliens. Pourquoi? Parce qu'il faut... Mais est-ce que nous avons les moyens, hein? Est-ce que ce n'est pas une démarche un peu idéaliste? Il vient de prendre un exemple qui remonte jusqu'à 1960, jusqu'aux ères de l'indépendance. Si aux ères de l'indépendance, on avait la possibilité d'avoir ne serait-ce qu'une société minière, 50 ans après, si la volonté politique y est, nous pouvons avoir plus. La vérité, c'est quoi? C'est que malgré ce code dont il a ébauché une partie qui met l'accent sur le fait d'intégrer les Maliens dans le dispositif d'extraction minière. Quand vous prenez cet article-là, cet article ne précise ni le niveau de responsabilité où doivent être placés ces Maliens-là et ne dit même pas jusqu'où ces gens doivent s'approprier du processus de production minière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des sociétés minières où 80% sont des Maliens, certes, mais des Maliens qui ne sont chargés que des petites tâches rudimentaires, qui ne demandent même pas de compétences en tant que telles. Pourtant, nous avons des ingénieurs chez nous, nous avons des centaines de Maliens qui ont été faire leurs études à l'étranger et qui sont revenus, qui sont au chômage. Pourquoi? Parce que la participation de l'État, parce que l'implication de l'État qui devait accompagner le processus d'extraction, de raffinage et de commercialisation de ce tort-là n'est pas là. Et en plus de cela, lorsqu'on parle des entreprises multinationales, il faut préciser aussi que la participation de l'ensemble de ces entreprises multinationales-là, c'est 80%. Et le Mali, aujourd'hui, n'a que 20% de participation. Et lorsqu'on parle des 5% que les travailleurs ou les agents de ces entreprises-là doivent avoir, comme je dis, c'est une insulte pour nous qui avons la terre. Vous estimez que c'est insignifiant? C'est insignifiant, c'est insignifiant. Nous ne pouvons pas avoir autant de ressources dans notre sous-sol et ne bénéficier que de 20%, 25% de cela. C'est dans le budget national, c'est moins de 200 milliards par an. Merci. Comment vous expliquez merci, docteur. Alors, M. Diakité, vous venez d'écouter les deux prédécesseurs. Hein? Oui. Etienne Fakaba-Sissoko déplore le fait que les entreprises nationales ne sont pas impliquées dans le processus. Oui. Et M. Koulibaly met l'accent sur la dimension internationale, la dimension multinationale, justement. Oui. Alors, comment vous voyez ces deux positions? Oui, je pense que c'est les deux positions qu'il faut vraiment essayer de rapprocher et surtout les réconcilier afin d'avoir une position intermédiaire. Je suis d'accord avec Etienne, mais je suis d'accord aussi avec le docteur. Parce que vous savez, le secteur minier, quand on prend le secteur minier malien, c'est sur le sol malien et ce sont les ressources maliennes. Je pense que si le Mali a les moyens nécessaires, le Mali a la technologie adaptée, le Mali a les compétences sur place, et rien n'empêche à l'État du Mali de développer des mécanismes pour quand même faire des recherches. Justement, nous n'avons pas ces compétences-là, ces moyens-là. C'est ça le problème. Raison pour laquelle, malgré notre bonne volonté, certes, il y a question d'encourager les plus hautes autorités, d'avoir le minimum quand même de volonté politique pour mettre les agents de la Direction nationale de la géologie et des mines dans des conditions nécessaires afin quand même de pousser les recherches, afin que d'ici une vingtaine d'années, le Mali puisse quand même se lancer lui-même dans un chantier d'exploitation ou d'exploration de l'or. Mais en tout cas, aujourd'hui, on sait que le Mali n'a pas la compétence nécessaire, le Mali n'a pas les ressources financières nécessaires. Donc, c'est un choix aussi. Si nous voulons, on peut peut-être
arrêter de produire l'or. On arrête de produire l'or jusqu'à ce qu'on ait les compétences et quand même la technologie nécessaire pour commencer à produire pour nous-mêmes. Est-ce que c'est une bonne solution pour le Mali aujourd'hui d'arrêter la production, l'exploitation de l'or quand on sait que voilà, la part est très importante quand même dans le budget? Vous savez aujourd'hui, monsieur... Est-ce que vous proposez une alternative si on arrête la production minière aujourd'hui? Oui, la raison pour laquelle j'ai dit que c'est un choix qu'il faut faire. Donc le choix, c'est de continuer. Je pense que ce n'est pas bon aujourd'hui parce que les ressources minérales représentent quand même le quart de l'économie malienne aujourd'hui en termes de ressources fiscales. Donc Dieu seul sait à combien, et 70% des produits d'exportation annuels du Mali aujourd'hui, l'or représente ça. Donc c'est pour vous dire alors que l'or est prédominant quand même sur le plan économique donc, pour le développement du Mali et pour le maintien de la stabilité du Mali même. Merci beaucoup. Oui. Alors nous avons retenu avec Etienne Fakaba Soro que 80% alors, enfin, ce qui est trouvé, enfin, 80% de ces productions partent chez les multinationales, donc ça veut dire que ce n'est pas une solution valable. Mais on sait qu'il y a une école des mines qui est en train d'être construite au Mali. Est-ce que cette école-là pourrait changer quelque chose en termes de compétences nationales pour qu'on puisse départir du secteur international, en tout cas des entreprises internationales? Cette école va jouer sa partition, elle va former beaucoup de Maliens et d'étrangers aussi. Mais attention, on dit que les ressources sont les propriétés du Mali, de la République du Mali. Si les ressources minières, c'est le code minier qui l'a dit, la République du Mali est propriétaire des ressources minérales. Mais être propriétaire des ressources minérales, avoir les ressources minérales ne veut pas dire que vous pourrez les exploiter, que ça vous servirait quelque chose si ce n'est pas exploité. Et l'exploitation également est un processus. L'opération d'exploitation même intervient au milieu. Il y a des opérations préalables. Il y a des opérations après. Comment le Mali pourrait se permettre de dire que moi je vais exploiter, les autres vont faire des prospections, des recherches pour nous? Un. Deux, les investisseurs investissent des milliards. On n'investit pas des milliards pour avoir un bénéfice de 100 000 francs. Ils prennent des risques. Ils payent des impôts, différentes sortes d'impôts. C'est des sociétés minières qui payent les impôts des droits communs. Mais c'est des sociétés aussi qui payent des impôts propres à leur activité. Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'augmenter ces impôts? Je souhaite que le Mali gagne plus. Mais on ne peut pas aussi trop imposer aux investisseurs. Parce que si nous imposons trop aux investisseurs, comme vous l'avez dit, ils vont arrêter de venir chez vous. Parce qu'avant de venir, ils étudient les législations des États. Ils vont voir si c'est une législation qui les arrange. C'est pour d'ailleurs les amener au Mali que les autorités ont adopté des législations attractives. Alors, est-ce qu'une législation attractive peut permettre également le développement? Voici l'équation que nous devons chercher la solution. Merci, M. Koulibaly. Donc, Etienne Fagasogo, je vous permets de réagir très avant rapidement. qu'on revienne sur, très rapidement. Sur la révision, la relecture du code. Il faut qu'on se dise deux choses. La première, c'est que le code de 2012, qui vient d'être révisé par le Conseil des ministres en août dernier. Pourquoi est-ce qu'il a été révisé? L'une des raisons, c'est justement que les impôts sur lesquels nous devrions avoir le maximum de bénéfices, que ces impôts n'étaient ni payés par ces sociétés minières-là, mais aussi qu'il y avait un système de fraude qui s'était installé autour des exonérations accordées à ces sociétés minières. De la part de qui? De la part de ces sociétés minières et en complicité avec certains agents de l'État, bien entendu. Imaginez par exemple qu'il y avait des sociétés minières, dès que vous vous installez, vous bénéficiez d'une exonération sur les 3 premières années. Et vous ne payez donc pas d'impôts ou très peu d'impôts. Ces sociétés minières-là qui exploitent, qui développent leur filière de production et de distribution, au bout de ces 3 ans-là, qui décident délibérément de se mettre en faillite, de créer une autre société à la fin de ces 3 mois-là pour pouvoir continuer à exploiter avec les mêmes circuits de distribution et bénéficier des mêmes exonérations. Donc, au lieu de payer ces impôts au bout de 3 ans, il fallait attendre au bout de 10 ans jusqu'à ce que la fraude soit découverte pour permettre justement qu'on puisse... Donc, ces mécanismes-là ont été corrigés avec ce nouveau code-là. Donc, quand on nous dit
qu'il y a un maximum d'impôts qui est payé à nos sociétés minières, je dis il faut faire attention. Parce que l'impôt, il ne s'agit pas de gagner des milliards. Il s'agit de voir qu'est-ce que je perds et qu'est-ce que je gagne. Ce qu'ils payent comparé à ce que je pouvais avoir si la gestion était mieux faite, c'est ça qu'on compare. Ce n'est pas la masse elle-même qu'on regarde. Donc pour résumer, moi je dirais que c'est plutôt une question de volonté politique que de vouloir liquider nos ressources naturelles au profit des autres. Pourquoi de volonté politique? Vous avez parlé tout à l'heure de l'école de mine. Ça fait presque 10 ans que nous sommes en train de parler de la création de cette école de mine. Mais dernièrement, qu'est-ce qui a bloqué? C'est le fait que le secteur minier qui dépend en partie du ministère des Mines et l'école qui va être créée, qui est une école supérieure, justement, qui devait être rattachée au ministère de l'enseignement supérieur, c'est cette guéguerre-là entre les ministères qui va abriter quoi? On a perdu 3 ans dans cela. Et comment vous voulez qu'un secteur aussi vital que le secteur minier puisse être stoppé dans son élan pour des raisons comme ça? C'est pourquoi je continue à croire que c'est plus une question de volonté politique, une question de choix politique et de vision surtout. C'est ce qui nous manque. Merci beaucoup, Etienne Fakawa Sissoko. Etienne a commencé à aborder déjà la question des relectures du code minier. Alors, M. Koulibaly, pourquoi il était important justement de relire justement ce code? On sait qu'il a été déjà adopté par ordonnance en août dernier par le président de la République. Pourquoi il était important de le relire, ce code? Avant de répondre à cette question, c'est à l'État d'adopter des mécanismes pour lutter contre les fraudes. Sinon, les investisseurs, les entreprises, les sociétés commerciales ne cherchent qu'à réaliser des bénéfices. Et c'est à l'État de s'assumer, de créer des mécanismes efficaces pouvant lutter contre la fraude. Ces mécanismes ne sont pas bien en place dans le cas. Certains mécanismes existent, mais ces mécanismes doivent être renforcés. Il faut le reconnaître. Ça doit être renforcé. Alors, par rapport à la relecture du code. La relecture par l'ordonnance adoptée par le gouvernement, c'est l'Assemblée qui a autorisé. Parce qu'il ne peut pas avoir d'ordonnance tant qu'il n'y a pas une loi d'habilitation. Et dans le secteur minier, c'est un secteur économique qui évolue rapidement. Et il fallait prendre certains aspects en compte parce que quand les sociétés minières sont implantées dans un État, ça crée le gourmandisme. D'abord, au niveau de l'État, qui ne voit pas ce qu'il gagne, qui voit maintenant ce qu'il pourrait en soutirer encore. Et chez la population, qui pense que voici des étrangers qui sont en train de s'enrichir chez nous. Maintenant, comment trouver une solution à tout ça? On a dit, mais il faut faire la relecture du code. Dans cette relecture, on a essayé de mettre fin à cette histoire d'exonération. Ensuite, la responsabilité sociétale des entreprises, qui était indirectement évoquée dans le Code minier de 2012. Dans le Code minier de 2012, on parle du développement communautaire. Et un développement communautaire, en réalité, qui a des lacunes. Maintenant, avec le nouveau Code, peut-être, ils pourront adopter des mécanismes où les sociétés minières seront obligées d'investir dans les localités où elles sont implantées. Mais même si les textes prévoient cela, ça fait plaisir. Mais est-ce que la population locale aussi est formée pour présenter des projets, contrôler des projets et faire des pressions également sur les sociétés minières? Alors, on va y revenir. Alors, je me retourne vers vous, M. Diakité. Oui. Alors, M. Koulibaly a mis l'accent sur la légalité et même la légitimité de cette relecture. Alors, on sait que votre coalition, la coalition publique, c'est que vous payez, conteste la procédure de révision. Oui. Et pour cause. Oui. Voilà, et pour cause, M. Diallo, effectivement, et nous contestons la procédure comme d'adoption du nouveau code minier par ordonnance. Parce que, M. Diallo, je vous rappelle que ce processus a commencé depuis août 2015. Depuis août 2015, le gouvernement avait annoncé de vouloir quand même relire le code de 2012, mais la deadline proposée par le gouvernement en son temps, c'était le 31 décembre 2015. En son temps, la société civile que nous représentons, nous avons dit que
En tout cas, c'est bien de relire le code, mais quand même, avec une telle allure, nous pensons que ça, on risque aussi d'être pris par notre propre piège. Nous avons demandé en ce temps au gouvernement, donc au moins de nous accorder 1 an environ, pour que toutes les parties puissent peaufiner leurs propositions, afin que le code qui sortira de toute cette discussion puisse être un code accepté et acceptable de tout le monde. Malheureusement, en son temps, on n'avait pas été suffisamment entendu. Je m'en souviens, à la maison de la presse ici, nous avons fait une conférence de presse le 17 décembre 2015 pour nous retirer de tout le processus de révision du code minier. C'est là où les autorités ont compris, ils sont revenus à la raison. Mais de 2015 à 2019, ce même processus continue. Bon, mais si en août 2019, on entend quand même à la sortie d'un conseil des ministres que ce document a été adopté par ordonnance, mais on se demande quelle urgence justifiait cette adoption par ordonnance. Et nous avons été confortés. Et qu'est-ce que vous aurez proposé à la place de l'ordonnance? Oui, c'est-à-dire que nous, chez nous, parce qu'effectivement, nous sommes dit que le document aussi, après la validation au niveau des ministères, le document a suivi un certain nombre de processus aussi. Il y a eu la phase institutionnelle. Au niveau du Haut Conseil des collectivités, j'ai été personnellement au niveau du Haut Conseil pour quand même défendre toujours la position de la société civile par rapport à ces documents. Donc on supposait aussi que quand le document était adopté en Conseil des ministres, mais le document allait être adopté sous forme de projet de loi, maintenant déposé sur la table de l'Assemblée nationale, c'est là où il y aura encore la possibilité de plus de débats de fond sur le document. Mais aujourd'hui, adopté par ordonnance, quelle sera la marge de manœuvre maintenant de l'Assemblée nationale pour amender ces documents, le fond et même la forme de ces documents? C'est la grande interrogation aujourd'hui. Ok, on va vous revenir. Donc, Etienne Fakawa Sissoko, on a deux positions par rapport à la relecture du code. Monsieur Diakité estime que l'ordonnance n'est pas la bonne voie, tandis que M. Koulibaly pense que c'est une voie normale. Quelle est votre analyse par rapport à cette procédure, justement? Moi, je crois que par principe, toutes les lois d'envergure, de cette envergure-là, doivent passer devant l'Assemblée nationale. Mais il faut rappeler le contexte dans lequel cette loi-là, cette ordonnance a été prise. Parce que justement, il y avait une tentative de blocage et de la société civile et des sociétés minières. Blocage parce qu'ils ne sont pas d'accord par rapport au contenu? Par rapport au contenu, qui ont tout fait pour, par exemple, sur la question des exonérations, il y avait un blocage. Sur la question de la responsabilité sociale des entreprises internationales, il y avait un blocage. Par rapport à l'implication, au poids que les Maliens, le personnel malien devait avoir dans l'organisation ou dans l'organigramme de ces sociétés minières, il y avait un problème. Donc, tous ceux qui, au final, permettait au Mali de commencer à tirer profit de son secteur-là. C'était sur ces différents points-là que les sociétés minières se braquaient. Et de 2015 à 2018-2019, ça fait quand même 3 ans, 4 bonnes années que nous sommes en train de tergiverser sur ce projet de loi. Et qu'à un moment donné, des gouvernements, il y a au moins une dizaine de gouvernements qui se sont attelés à vouloir réviser ce code-là, qui n'y sont pas parvenus. Or, on l'a rappelé au début de l'émission, que c'est un secteur vital pour notre économie. Donc, on ne peut pas indéfiniment reporter ce truc-là. C'est pourquoi, moi, je suis heureux que le gouvernement ait pris cette décision courageuse-là, de regarder plutôt l'intérêt des Maliens et de forcer la main en le faisant voter par ordonnance. Malgré les réserves formulées par la société civile. Oui, malgré les réserves. Est-ce que ça veut dire que c'est des réserves minières, selon vous? Non, ça peut être des réserves. National. Je ne connais pas exactement les réserves formulées par publier ce que vous payez, mais ce qui est sûr, c'est que ce code en l'état, même s'il y a des insuffisances, est une victoire par rapport à ce qu'on avait depuis 2012. Cela est incontestable. Tant sur le plan de la responsabilité, surtout sociale des entreprises, du respect de l'environnement, des zones dans lesquelles il va y avoir les sociétés minières, sur l'implication de ces sociétés minières vis-à-vis des populations et vis-à-vis du développement de ces populations-là. Je pense que cela, si elle est bien appliquée, encore une fois de plus, peut permettre au Mali de enfin relever sa tête et de regarder l'avenir de façon radieuse. Merci beaucoup. Alors, au regard des arguments avancés par Etienne Fakawa Sissoko, est-ce que vous gardez toujours votre position par rapport à la relecture? Bon, le gouvernement a adopté cette ordonnance. L'objectif, en réalité, c'était de trouver des solutions aux lacunes du Code de 2012.
certes, c'est une loi. Toute loi a des insuffisances. Au fur et à mesure que le temps passe, nous évoluons, nous nous rendons compte de ces insuffisances. Et les autorités doivent avoir le courage de modifier les textes afin de prendre en compte les préoccupations. Pour moi, ça, c'est la première raison. Que les préoccupations n'ont pas toutes été prises en compte. On ne peut pas prendre toutes les préoccupations en compte en réalité. Mon cher vous a dit qu'ils ont été associés, mais après ils se sont retirés. Certainement, on ne les a pas écoutés comme ils le souhaitent. Et dans une discussion, on ne peut pas écouter tout le monde comme il le faut. Parce qu'il faut les reconnaître aussi. C'est facile pour nous d'accuser le gouvernement, mais parfois le gouvernement a des contraintes nationales et internationales. Mais est-ce qu'il y avait une urgence pour le gouvernement de passer par une ordonnance? En réalité, s'il y avait un membre du gouvernement, il pouvait y répondre. Mais en réalité, je ne sais pas s'il y en avait ou pas, mais c'était nécessaire quand même. Parce que le code de 2012 avait montré beaucoup de lacunes. Beaucoup. Oui, je voudrais préciser que nos tentatives de faire intervenir les membres du gouvernement, justement, sont restées vaines. Sinon, nous avons tenté, justement, de faire intervenir quelqu'un du gouvernement, notamment le ministère des Mines et du Pétrole. OK. Et ensuite, l'objectif aussi, c'est de lutter contre la corruption, la question d'exonération. Avec le nouveau code, j'espère qu'ils vont essayer de trouver une solution. Parce que cette question d'exonération aussi serait la porte ouverte aussi des corruptions. Comment lutter contre cette corruption? Et raison pour laquelle, dans le nouveau code, on envisage supprimer cette exonération sur les TVA. Ensuite, faire profiter à la population plus. Parce que dans le code de 2012, on parlait du développement communautaire, mais ce n'était même pas précisé. Les obligations. D'accord, c'est-à-dire que le nouveau code a pris en compte justement ces paramètres-là. L'objectif, c'est de prendre en compte. Voilà, on va vous revenir. Monsieur Diakité, avant de donner justement la parole à Etienne Fakaba sur les limites du code de 2012, et quelles sont vos réserves? Qu'est-ce que vous reprochez justement à cette révision? Est-ce que vous aviez des propositions qui n'ont pas été prises en compte? Oui, effectivement, quand même, peut-être il est temps de clarifier aussi un point. Juste après 2015, je pense que tout est rentré dans l'ordre et nous sommes vraiment pleinement revenus dans le processus. Et de 2016 à aujourd'hui, nous sommes dans le processus et nous avons participé à toutes les étapes. Mais qu'à cela ne tienne, effectivement, nous pensons que, parce qu'à l'étape de la validation entre le gouvernement et les autres, entre l'administration, la société civile et les autres acteurs, il y a des points peut-être qui ont été retenus, d'autres n'ont pas été retenus. Mais c'est la mouture actuelle du code, nous pensons que peut-être il y a des points sur lesquels on peut faire encore mieux. Oui. Et quand on prend, quand vous prenez l'article 143 du code de 2012, qui avait institué une caution pour la restauration pour la restauration après la fermeture des mines, des sites miniers. Mais dans ce code, cet article a disparu. Donc il n'y a pas de fonds prévus, même s'il y a eu de nouveaux fonds qui ont été créés, fonds de développement local, fonds de restauration des sites de repaillage et fonds de formation. Certes, il y a des fonds qui ont été créés, mais ces fonds vitaux quand même pour la restauration et assurer l'après-mine a disparu. Quand vous prenez le document du code à l'heure actuelle, il n'y a pas de disposition qui parle spécifiquement des droits humains et surtout donner la possibilité, voire la latitude aux citoyens, une fois qu'ils se sentent lésés, de pouvoir même attaquer soit une société minière, soit attaquer l'État afin qu'il soit remis dans les trucs. Allez-y dans le code d'un pays voisin, le Burkina Faso, l'article 19. L'article 19, vous dites clairement, en cas où l'État a l'obligation, quand même, de préserver les droits humains des communautés, mais au cas aussi, l'État a l'obligation de réparer donc toute violation des droits. Merci. Oui. Merci beaucoup. Alors, docteur Etienne Fakaba Sissoko, il y a une des problématiques qui revient généralement par rapport à ce domaine, à ce sujet, c'est le fait qu'il y a une diversité de codes miniers au Mali. Alors, est-ce que cette diversité justement du code n'est pas un handicap par rapport à la lecture justement des activités minières au Mali? Non, il y a justement cette réparation qui a été apportée à ce nouveau code, parce qu'on dit que les dispositions en termes d'avantages, en termes d'exonération ou même en termes d'obligations ne peuvent pas être substituables entre les différents documents. C'est-à-dire si tu bénéficies de quelque chose suivant le code minier, tu ne peux pas te faire prévaloir de ce privilège-là dans un autre cadre autre que le présent code.
Donc ça, c'était quelque chose qui existait dans le code de 2012, mais qui a fondamentalement évolué et à notre aise, bien sûr. Mais je voulais interpeller mon ami sur une question. C'est que effectivement, ce fonds a disparu. Mais en contrepartie, tout ce qui est lié à la disparition, à la fermeture d'un site doit se faire désormais en commun accord avec les autorités locales, avec l'État et avec les entreprises elles-mêmes. Donc si fonds il doit y avoir, c'est à l'issue des discussions de fermeture des sites que cela doit se faire désormais. Mais à côté de cela, il y a des mesures compensatrices qui n'existaient pas, qui faisaient que tout ce qui était question de santé publique n'était pas respecté, tout ce qui était mesures environnementales, hygiène publique, toutes ces questions-là n'étaient pas suffisamment prises en compte dans le code de 2012. Et aujourd'hui, cela a fondamentalement évolué et les autorités locales ont la responsabilité maintenant de veiller au bien-être de leur population, donc de veiller à l'exécution correcte de ce code-là. Et peuvent se référer à l'État à tout moment s'ils sentent que effectivement les conditions d'exploitation ne sont pas conformes à ce qui avait été dit. Mais moi, ce qui me gêne dans le présent code, encore une fois de plus, c'est l'apport que nous avons, c'est plutôt la contribution de ce secteur-là pour notre économie et pour nous en tant que Maliens. On ne peut pas aujourd'hui avoir 80% du personnel d'une entreprise étrangère comme des Maliens et voir que dans les postes de responsabilité clés, que les Maliens sont absents. Ça ne peut pas être qu'une question de compétence. Est-ce que ça revient à la même question de compétence nationale? Non, ça ne peut pas être qu'une simple question. Peut-être l'école pourrait changer quelque chose, l'école des mines africaines. On l'espère. Merci. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a lieu de revoir tout ce mécanisme de rapatriement des capitaux, même au niveau, pour terminer très rapidement, même au niveau de la quantité d'or produite au Mali. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le Mali, au-delà des chiffres qui sont communiqués, est incapable de te dire concrètement combien de tonnes d'or on produit réellement? En 2017-2018, on nous a parlé de 55 à 60 tonnes d'or. Mais quand vous allez en Arabie Saoudite, l'échange d'or entre le Mali et l'Arabie Saoudite seul était de 60 tonnes d'or. Or, pourtant, les sociétés minières qui interviennent, il y en a en Angola, il y en a en Afrique du Sud et dans beaucoup d'autres pays. Donc, le reste est considéré comme étant une fuite. Merci Etienne Fakabassoko. Donc, je me retourne vers vous, M. Koulibaly, et je précise que vous êtes juriste. Alors, il y a une autre problématique qui se pose généralement, c'est la question de la durée des contrats. Par exemple, avec ce nouveau code-là, il y a certains contrats, le code ne peut pas s'appliquer à certains contrats parce qu'ils ont été déjà scellés par le passé de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Est-ce que cette durée ne doit pas être revue aussi par rapport dans ce secteur-là? Oui, dans le nouveau code, on pourrait revoir la date pour ceux qui vont avoir le permis d'exploitation après. Mais ceux qui ont déjà eu leur permis, oui, justement, il s'agit de l'État est déjà lié par un contrat. Mais est-ce qu'il y a une possibilité, juridique de l'État ne peut pas unilatéralement. C'est ça l'arnaque, justement. Non, l'État ne peut pas unilatéralement revenir sur ces contrats. Parce qu'on le dit, les conventions légalement formées tiennent lieu de l'eau à ce qu'il est en fait. L'État est obligé de se patienter, d'attendre à ce que ce contrat arrive à terme. Quand les contrats vont arriver à terme, les autres contrats qui vont être conclus après vont être soumis au nouveau code. Est-ce que ça ne pose pas la question de revenir sur la durée des contrats? Non, mais... 5 ans, 4 ans, pour qu'on puisse, avec le temps, voir si on doit changer de parce que les investisseurs aussi ne vont pas accepter la malléabilité de nos durées. Hein. Et ils exigent la stabilité parce qu'ils viennent faire des investissements énormes. Oui, mais c'est à nous aussi de leur imposer notre vision. C'est de l'échange. On leur propose. Maintenant, 5 ans, c'est minimum aussi. Peut-être on peut aller à 10 ans, 15 ans et poser des conditions. Et imaginez qu'ils essaient de se dérober de leurs obligations parce que ça ne les arrange pas. Ça ne va pas nous faire plaisir. Maintenant, pour obliger les deux parties
à respecter leurs engagements. En plus du code, il y a les contrats qui sont là. Et toutes les parties vont se conformer au contrat et l'exécuter jusqu'à terme. C'est un des critères de la stabilité pour les investisseurs, mais pour l'État aussi. Alors, merci. Avant de donner la parole à M. Diakité, Etienne Fakba parle d'arnaque justement par rapport à cette question des durées. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce qu'aujourd'hui, ces contrats-là étaient faits dans un objectif. C'était d'attirer à l'époque les investisseurs. Donc, il y avait des moyens attractifs qu'il fallait mettre en place à travers des exonérations, à travers des facilités administratives pour avoir les permis, à travers l'accompagnement même de l'État de ces entreprises-là. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas à ce stade-là. Les objectifs ont changé, les objectifs ont évolué. Et l'apport du Mali sur le marché international en termes d'or a évolué également. Mais nous continuons toujours à avoir le même bénéfice, sinon à avoir moins. Et on est bloqué par le droit, selon Non, M. on n'est pas bloqué par le droit. C'est une négociation juridique. C'est pourquoi on ne parle pas de casser le contrat, on ne parle pas de déchirer le contrat, on parle plutôt de renégociation de ce contrat-là. Et dans le cadre de cette renégociation, ça peut être fait et ça doit être fait de commun accord. Maintenant, il faut que nous arrivions à trouver des mécanismes attractifs pour les amener à ouvrir les renégociations autour de ces contrats-là. Leur proposer autre chose en termes de facilité, en termes d'accompagnement, pour qu'eux aussi, ils acceptent de revenir sur la durée. Merci. En tout cas, les contrats en l'état, ceux qui sont en tout cas sur 30 ans, 40 ans, sont un gâchis pour notre économie, un gâchis pour notre pays et une perte. Alors, on se souvient que Modibo Keïta a eu le courage d'interdire toute exploitation minière à l'époque parce que justement, on n'avait pas les moyens. Et c'est cette décision courageuse auquel nous sommes appelés aujourd'hui. Si on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. M. Diakité, un mot justement sur la question des durées des contrats. Oui, je pense que déjà ça c'est l'une des principales motivations de la réussite du code minier. Et je le dis, malgré peut-être un certain nombre de réserves, le code quand même à l'état actuel est vraiment novateur. Ça il faut le reconnaître. Parce que la durée des contrats est passée de 30 ans à 10 ans aujourd'hui. Donc la durée de contrat, c'est 10 ans. Tous les nouveaux permis seront attribués pour 10 ans et renouvelables pour une durée de 10 ans. Ça, c'est les grandes mines. Les petites mines ont passé de 10 ans à 4 ans. Donc c'est pour vous dire alors que les plus hautes autorités quand même ont su que la durée de ces contrats aussi c'était une piège quand même pour nous. Ceux qui ont élaboré le code de 91, nous n'allons pas les en vouloir parce que c'était la réalité du moment. Mais aujourd'hui, c'est nous qui assumons quand même les conséquences néfastes. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est que ce que le docteur a dit, c'est ce que nous avons toujours dit. L'une de nos principales quand même recommandations à l'endroit du gouvernement, après l'adoption quand même de ce nouveau code, il faut entrer en négociation avec toutes les compagnies minières. Même s'il y a des compagnies qui ont des permis qui n'ont pas commencé d'abord à exploiter. Mais quand elles vont commencer à exploiter, donc il faut attendre encore 30 ans pour pouvoir continuer à bénéficier des retombées de ce nouveau code. Donc il faut attendre dans l'an 2060. Nous pensons que ça va être difficile. Mais que le gouvernement ait le courage politique d'entrer en contact avec toutes les compagnies minières qui détiennent quelconque permis sur le territoire malien afin que nous renégocions ou afin que toutes les compagnies soient arrimées sur le nouveau code de 2012. En tout cas, même si ça arrivait, le Mali ne sera pas les premiers pays à le faire. Merci M. Diakité. C'est donc les mots de fin de cette émission. Merci à nos invités. Nouhoum Diakité, coordinateur de la coalition Publie ce que vous payez. Etienne Fakaba Sissoko, économiste, directeur du Centre de recherche et d'analyse politique économique sociale CRAPES. Yacouba M. Koulibaly, enseignant-chercheur à la faculté de droit de l'Université de Bamako. Je suis Ibrahim Aran Diallo. La mise en onde a été assurée par Gagny Kanté. La régie vidéo Peting Diara. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour un autre numéro. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.